Dans le nord-ouest du Mexique se trouve El Chepe, le dernier train de voyageurs du pays. Il est le seul moyen de traverser l'impénétrable Sierra Tarahumara. Une terre montagneuse, quasi inaccessible, où vivent encore des populations indigènes. La Sierra, qui signifie montagne en espagnol, est un ensemble de gorges et de crêtes plus vaste que le Grand Canyon aux États-Unis. Nombreux explorateurs et écrivains se sont rendus dans cette région pleine de mystères. Certains cherchaient un paradis oublié. D'autres voulaient savoir si la montagne était bien peuplée de ces magiciens dont ils avaient entendu parler. Il y a quelques années, moi aussi, j'ai eu l'impression d'entreprendre un voyage initiatique quand je suis partie d'Europe pour m'installer au Mexique. Cette itinérance m'a porté jusqu'à ce chemin de fer. Le voyage que nous offre El Chepe nous fait découvrir des peuples très différents, très isolés les uns des autres, mais qui ont en commun le fait de priser leur indépendance plus que tout. Les plus emblématiques sont les Tarahumaras, nom qui a été donné à la Sierra tout entière, voulant dire ceux qui ont les pieds légers. Je souhaite les rencontrer pour boire à la source de leur vision du monde et devenir, peut-être, grâce à eux, un peu plus sage. Mais j'ignore encore si les indigènes Mayo ou Tarahumaras accepteront de me recevoir. Pour l'instant, je suis sur le port de Topolobampo, sur le Pacifique. C'est ici que j'attends le départ du train. Le projet de cette voie ferrée, reliant ce port au désert du Chihuahua, a vu le jour à la fin du 19e siècle, quand les États-Unis cherchaient à dominer le commerce avec l'Asie. Pour assurer le transport de marchandises entre Kansas City et le Pacifique, la voie la plus courte ne passait pas par la Californie, mais bien par la côte ouest du Mexique. Un rêve d'Orient donna ainsi naissance à ce chemin de fer. Il faudra pourtant attendre 1961 pour que ces travaux soient enfin achevés et El Chepe soit mise en circulation. Che comme Chihuahua, P comme Pacifique. « 5 heures du matin, je suis arrivée à la gare avant tout le monde. Il n'y a qu'un seul départ par jour à 6 heures. El Chepe a l'air d'un grand animal. Je le regarde dans les yeux et c'est comme si je lui demandais « Tu me donnes ton accord pour que je monte sur ton dos ?» J'ai l'impression d'entendre « Vas-y, monte, je suis impatient. » Nous embarquons dans le train à Los Mochis, juste à côté du port. Le souffle d'El Chepe est admirable. Lui qui arpente 653 km en un peu plus de 14 heures.
m'imprégner de l'atmosphère des lieux à chaque halte, je ferai ce parcours en plusieurs étapes. Je pars de Los Mochis et je m'arrête à El Fuerte, Bauchibo, Divisadero, Krill. Là-bas, je ferai un aller-retour en bus à Batopilas et je continuerai plus tard en train vers Cuauhtémoc et la ville de Chihuahua. Lorenzo accueille déjà les passagers. Mes compagnons d'aventure sont des touristes étrangers, mais surtout des Mexicains. J'ai décidé de me laisser guider par El Chepe et de ne pas être maître de tout ce qui m'arrivera. Dans le train, je côtoie les Mexicains, qu'on dit métis, descendants d'Européens et d'Indigènes, et qui représentent la plus grande partie de la population. Rencontrer les communautés indigènes de la Sierra sera beaucoup plus difficile puisqu'ils essayent de rester à l'écart des étrangers, seul moyen de préserver leur mode de vie. J'anticipe un parcours solitaire, hors des sentiers battus. Est-ce que j'arriverai à communiquer avec les indigènes ? Souvent, ils ne parlent pas très bien l'espagnol et j'imagine qu'ils ne s'intéresseront pas à ce que j'ai à leur raconter sur l'Europe. Pour l'instant, je partage la joie des autres passagers. J'ai lu que la région d'El Fuerte est le territoire des indigènes mayos, un des derniers peuples à détenir le secret de la danse du cerf. J'espère avoir l'occasion d'assister à ce rituel sacré. El Fuerte est aussi un lieu de légende. On raconte que le célèbre justicier Zorro y serait né. Je suis presque sûre que les touristes qui m'accompagnent sont excités de partir sur ses traces. Quant à moi, devant la richesse de légendes et rituels de ces terres, je reste ouvert aux surprises. Première escale, El Fuerte, ville coloniale de l'État de Sinaloa. Certaines demeures pourraient tout à fait être le décor de romans de capes et d'épées. L'une d'entre elles est un véritable musée dédié au héros de l'auteur américain Johnston McCulley. Zorro y serait né en 1795, puis le jeune homme aurait été obligé d'émigrer en Californie, où il deviendra le justicier bien connu de tous, défenseur du peuple opprimé. Au détour d'un couloir, je croise un animateur de soirée. Mais Zorro n'est-il pas un simple personnage de fiction ? Zorro fait partie d'une longue série de bandits généreux dont l'histoire du Mexique regorge.
Avec lui s'écrit une histoire alternative où le peuple mexicain n'est pas absent puisqu'il est leur champion. En fin de soirée, c'est confirmé. Les touristes adorent Zorro, surtout les femmes. Il leur tient des propos quelque peu grivois. Je te verrai plus tard dans ma chambre. Apparemment, Zorro n'a rien perdu de son éclat et ça amuse les touristes. Mais je me dis que j'aimerais aller plus loin dans ma compréhension de l'histoire du Mexique. Je me demande si les aventures romanesques de Zorro ne cachent pas finalement des rapports de domination féroces et bien réels qui ont eu lieu dans le passé. Pour aller plus loin dans le passé colonial du Mexique, il me suffit de bien regarder certaines façades. Les Espagnols cherchaient de l'or et de l'argent. Mais ils avaient besoin de la main-d'œuvre des indigènes pour parvenir à leurs fins. Ces peuples, nomades pour la plupart, étaient des guerriers tenaces. Pour les soumettre, les Espagnols comptaient sur l'aide des jésuites et des militaires. Certains peuples indigènes ont survécu à cette guerre. Les indigènes Mayos habitent au bord du fleuve Fuerte, à quelques pas d'ici. Comme si une simple masse d'eau pouvait séparer deux mondes si différents. Chez eux, on célèbre la mère nature. Ceci est la célébration rituelle de coexistence avec la mère nature. Pour nous autres, nous sommes dans le cœur du Cuidani, le cœur de ce qui est la terre-mère, dans ce lieu sacré qui est Carapue. Les historiens appellent Carapue la ville d'El Fuerte, qui est notre siège municipal. En suivant quelques indications, j'arrive chez José Luis, un des derniers Mayos qui pratique la danse du cerf. Cet animal est sacré pour les peuples indigènes de la région, puisqu'il représente l'harmonie entre les hommes, les plantes et les animaux. La communication avec lui n'est pas immédiate. Il ne réagit pas à mes formules de politesse. Mes intonations, que je veux sympathiques, se heurtent à un mur. J'essaie de le convaincre de danser devant la caméra. Hélas, il semble être ailleurs. Il a d'autres codes que je ne connais pas. Heureusement, mes compagnons mexicains sont là et savent mieux comment le prendre. José Luis les écoute. Il va danser.
La danse est un hommage au grand cerf. C'est l'animal qui possède toutes les qualités auxquelles aspirent les maillots. Il est beau, agile, fort et combatif. Et pourtant, la danse met en scène la mise à mort du cerf. Cet acte grâce auquel les hommes vont pouvoir manger de la viande. Par ce rituel, les Mayos le remercient. À quelques pas de là, je découvre le Cerro de la Máscara, la colline du masque où les ancêtres des Mayos faisaient des gravures sur pierre appelées pétroglyphes. La colline a longtemps été un centre rituel. Les gravures auraient été faites entre 200 et 1450 après Jésus-Christ. Ils ne sont pas vraiment reconnaissables, mais avec un peu d'imagination, on peut se mettre à la place des artistes. Ces pétroglyphes avaient sûrement des vertus de guérison. Ils étaient une sorte de langage, servant à manipuler les petits fils cosmiques qui lient tout ce qui existe. Les secrets des Mayos restent intacts. Voyager, c'est parfois accepter de ne pas tout comprendre. Il faut accepter de marcher en aveugle, guidé par des esprits anciens. Je remonte dans le train. El Chepe file alors vers l'est, en direction de l'État du Chihuahua. Le train doit gravir 1600 mètres d'altitude pour arriver à la prochaine station, Pauchibo. Les wagons de seconde classe sont essentiels pour les populations locales, puisque cette liaison est la seule entre l'État de Sinaloa et celui de Chihuahua. Après les indigènes Mayos, je vais maintenant rencontrer les Tarahumaras, peuple emblématique de la Sierra.
On va traverser le pont sur le fleuve Fuerte. Approchez-vous des fenêtres. Un autre pont est juste devant, celui du fleuve Chinipas. Devant nous se dressent les parois de la Sierra Tarahumara. Tout dans cet endroit a contribué à le couper du reste du monde. Dans un pays où le rail a été remplacé par la route, c'est presque un miracle de pouvoir voyager de la sorte. Les Tarahumaras n'ont pas attendu El Chepe pour découvrir la beauté des paysages. J'ai envie de mieux comprendre qui ils sont, mais je ne sais pas encore comment les aborder. En arrivant chez eux, à Cerro Kawi, je trouverai peut-être des réponses. Dans les hauteurs, la température se refroidit. Nous arrivons à destination. Il est temps à présent de prendre contact avec ce peuple singulier. Dans le centre historique de Cerro Kawi, l'église de Saint-François-Xavier fut érigée par les Jésuites en 1680. Le gouvernement espagnol voyait les missions comme un instrument pour discipliner les indigènes. Jusqu'alors, les Tarahumaras vivaient en petits groupes éparpillés dans la montagne et se déplaçaient au rythme des saisons. Les missionnaires s'attelèrent à faire de ces peuples des sédentaires, des monogames et des cultivateurs. Aujourd'hui, Métis et Tarahumaras sont réunis pour célébrer le Dimanche des Rameaux. Les relations entre eux ne sont pas toujours faciles, puisque les indigènes se sont vus déposséder régulièrement de leurs terres.
dice que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y no le creen. Hasta los que no son judíos, como los paganos, ¿verdad? El soldado que estaba allí le dice. Ils sont tous venus avec des bouteilles de coca remplies d'eau. Le prêtre va les bénir. Elles seront conservées soigneusement et utilisées pour guérir les malades. L'après-midi, je vais me promener dans la vallée. Du fait de l'altitude, la végétation est différente de Sinaloa. Il faut être sensible pour se baigner dans cette culture où se mélangent magie et religion. J'ai l'impression d'être dans un petit sanctuaire. Derrière moi, un jeune est là, sans rien dire. Il semble que je ne sois pas le seul à méditer. Je pars sans l'interrompre. Les Tarahumaras se méfient des gens étrangers à leur culture. Cet isolement leur a permis de rester fidèles à eux-mêmes. Ici vit un berger avec ses chèvres. Il accepte que je le suive, mais tout comme les Mayos, il restera muet. Je ne connaîtrai jamais son prénom. Je retrouverai le berger et ses chèvres en haut de la montagne. Les chèvres mangent tout. Des feuilles, des graines, des arbustes, des racines et même des épines. Leur grand atout, c'est qu'elles mangent la végétation la plus inaccessible et la transforment en engrais naturel.
on voit au loin des petites maisons isolées posées à des endroits improbables. Les Tarahumaras aiment bien la solitude. En marchant avec les chèvres, les Tarahumaras apprennent à connaître la sierra, comme si elle était une extension de leur propre corps. Je crois qu'au long de la promenade, les chèvres ont bien fini par s'habituer à moi. Je ne parle pas encore la langue des chèvres, comme le berger. Le berger et les chèvres reviendront ici demain. Personne ne connaît son âge exact. Mais l'âge d'un Tarahumara ne se compte pas en années. Il est vieux ou jeune, cela dépend des jours et de comment il se sent. À l'image de cette sierra mystérieuse, les indigènes communiquent de façon singulière. Je me demande si les autres passagers ont réussi à en faire l'expérience. J'ai l'impression qu'il faut simplement accompagner les indigènes plutôt que d'essayer de discuter avec eux. Je n'avais jamais pris conscience de toutes ces richesses dont regorge le Mexique. C'est un pays où vivent 11 millions d'indigènes parlant 68 langues différentes. L'idée de m'installer ici pour en découvrir plus me traverse l'esprit. Pour atteindre Divisadero, l'arrêt où tout le monde descend pour se nourrir, le train grimpe encore jusqu'à 2235 mètres. Pour continuer jusqu'à Krill, il montera encore plus haut. Divisadero, paramos 20 minutos. Divisadero. Les Mexicains sont très gourmands et très fiers de leur cuisine héritée des indigènes autochtones. Les gorditas sont des galettes typiques faites de différents types de maïs. Mes préférées sont celles au maïs bleu.
Vous pouvez farcir votre gordita de piment à la crème un peu piquant, de pommes de terre et de saucisses, d'haricots et de fromage, de poulet à la sauce rouge ou, pour les plus téméraires, de chicharrón, de la peau de porc. À quelques pas de là, se trouve un belvédère d'où on peut apprécier 3 des 7 gorges qui forment les gorges du cuivre. J'ai l'impression d'arriver devant un océan minéral qui décréterait la fin du monde. Partout, des vagues de pierre. Est-ce là le début du monde Tarahumara? Ces paysages qui les entourent ont sûrement une influence sur leur façon d'être. Leur silence est peut-être le fruit de ce rapport intime à la nature. Krill est une ville de montagne qui pourrait être un décor de western. En 1907, le train est arrivé ici. Tout autour de cette petite ville s'étend un paysage minéral excentrique. En 1936, l'écrivain français Antonin Artaud est venu explorer la Sierra. Pour lui, les Occidentaux avaient oublié le sens du sacré. Et dans son voyage au Mexique, il espérait trouver une source de magie. Il écrivit « Le pays des Tarahumaras est plein de signes, de formes, d'effigies naturelles qui ne semblent point nées du hasard. Comme si les dieux, qu'on sent partout ici, avaient voulu signifier leur pouvoir dans ces étranges signatures. » Et il continue. Qu'on dise que ces formes sont naturelles, soit, mais c'est leur répétition qui n'est pas naturelle. Je m'interroge. Ce sont vraiment les dieux qui modèlent la roche de la Sierra? Au début du monde, Dieu a réuni
tous les êtres vivants. Il leur demanda s'ils souhaitaient que la mort existe. Un gros puma dit alors : « Nous, les animaux, nous ne voulons pas de la mort. » Les petits animaux ont protesté. « Nous, les caméléons, les lézards, les grenouilles, nous voulons que la mort existe. Sinon, il y aura trop de grands animaux pour nous piétiner. » Dieu réfléchit et prit en compte l'argument des petits. Oui, il y aura la mort, mais ceux qui vivront le plus seront les arbres, car eux ne piétinent personne. Ces deux filles ont à peu près le même âge qu'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si elles sont à la poursuite d'un lapin, mais elles ont l'air de connaître cet endroit comme leur poche. Irma, penchée dans son arbre, me dit qu'elle et Rosillo sont cousines. À leur âge, sont-elles conscientes du passé de leur peuple ? Les sons qu'elles chantent appartiennent à la langue Raramuri. L'histoire des Tarahumaras est différente de celle d'autres peuples indigènes du Mexique. Lorsqu'ils ont compris, à la fin du XVIIe siècle, que les Espagnols ne pouvaient être vaincus, ils ont décidé de se replier vers les zones les plus impénétrables de la Sierra. Ces deux filles ont réussi à me perdre, et moi qui comptais sur elles pour me guider. Égaré dans des chemins reculés, je rencontre un de ces Tarahumaras, qui semble avoir appris à se déplacer avec la légèreté du colibri. Aujourd'hui, beaucoup sont des champions de l'ultramarathon, devenu le sport phare de la Sierra. 80 km de montée et descente à travers les canyons. Comme les autres Tarahumaras, il a une façon spéciale de courir. Le contact avec le sol se fait par la pointe des pieds. Cela permet de mieux absorber l'impact du pied contre le sol. Il court avec des sandales fabriquées à l'aide de pneus de voiture, les huaraches. Je comprends mieux pourquoi Tarahumara signifie « ceux qui ont les pieds légers ». C'est leur façon d'être au monde. Ils courent
pour honorer leur ancêtre qui le faisait déjà depuis toujours. Marcher bien, c'est aussi penser bien. La course leur apprend quand il faut avancer, courir, s'arrêter ou s'effacer. Cette force d'adaptation physique et spirituelle leur a permis de résister aux envahisseurs et à un milieu souvent inhospitalier. Il faut descendre les gorges de Batopilas pour assister à la fête de Pâques. Une occasion rare de voir les Tarahumaras enfin tous réunis. L'inclinaison du chemin est trop abrupte pour que le train puisse le traverser. Je dois donc continuer ma route en bus. Pour arriver à Batopilas, c'est un parcours de 139 km qui se fait en 4h30. Le conducteur a mis un disque de corridos, ces chansons qui racontent des histoires de gens au cœur débordant d'émotions. Il y a des suppliques et beaucoup de fatalité. Il y a un parfum de goyave dans l'air. Cette douceur contraste avec l'air coupant de la montagne. Le climat est ici semi-tropical. La chaleur y est généreuse. Sur le chemin de mon hôtel, je découvre une grande maison du début du 19e siècle. Cet espace témoigne de la prospérité de Batopilas. Autrefois, les mines de la région faisaient partie des plus riches au monde. Des milliardaires sont venus s'installer ici pour les exploiter. Si aujourd'hui la ville compte 1500 habitants, au 19e siècle, elle en avait 15 000. On parle encore aujourd'hui d'un événement singulier. Batopilas a été la deuxième ville au Mexique à jouir d'électricité en 1895, après la capitale. Les plafonds illustrent cette histoire. J'imagine Batopilas avec son électricité que personne n'a pu apprécier au loin, sauf les Tarahumaras. Est-ce qu'ils ont calmement attendu le départ des milliardaires, comme ils l'avaient déjà fait avec les jésuites, ou comme ils font aujourd'hui avec les métis? Tous ces envahisseurs qui viennent exploiter leurs terres ont laissé une grande méfiance vis-à-vis des Blancs. Les scènes de la vie quotidienne auraient pu se passer dans les années 30. Comme si les rideaux de montagne protégeaient Batopilas de la modernité.
Il n'y a pas de publicité, ni d'enseigne dans les rues. Quel soulagement pour les yeux. Les Tarahumaras n'habitent pas dans le village. Eux, qui aiment vivre seuls, trouveraient cela trop dense. Je garde en tête l'idée des pieds légers. C'est comme une méditation en marche, où on laisse ses pensées aller et venir à leur gré. Je pars à la rencontre de Porfirio, un violoniste. Nous le retrouvons au bord du fleuve. La musique tarahumara ne me paraît avoir ni début ni fin. Au cœur de l'univers tarahumara, ils révèlent leur essence. Ils sont les gardiens de ce monde. Même si tout a l'air calme, la région se prépare à célébrer la plus grande fête de l'année. Les Tarahumaras vont finalement être ensemble. Eux, si solitaires, ont besoin des fêtes pour se regrouper. Plus tôt, j'ai eu rendez-vous avec les Tarahumaras. Quand je leur ai parlé de filmer la fête de Pâques, ils ont accepté, à condition de participer à l'organisation. Il a alors été décidé que j'offrirais le maïs. Je l'ai vu comme un grand honneur, puisque c'est à partir de lui que l'on fait les tortillas, galettes de maïs, mais aussi le tesguino, leur bière divine, qui bouillonne sur le feu. Il semble que j'ai gagné le droit d'être ici, mais les Tarahumaras restent distants. Parce que je ne suis qu'un chabochi, un barbu, tout comme les premiers Espagnols, et que des gens comme nous seront toujours considérés dangereux. Quelques hommes et femmes dorment sur le lieu des festivités avant la fête. Ils passent la nuit à préparer des tortillas tout en discutant. Peu à peu, d'autres personnes se joignent à eux, certains après avoir marché plus de 5 heures. La fête va commencer. Je ne comprends pas tout ce que je vois. Depuis le début du voyage, je veux me rapprocher de ces personnes si différentes de moi. Leur façon de vivre me passionne, mais j'essaie de garder une distance respectueuse.
Dans ces gestes mystérieux, je vois surtout la diversité dans les façons d'exister. Je sais que Pâques, pour les Tarahumaras, est une fête de fertilité liée à un cycle agricole. Le printemps est là et on demande les bonnes conditions pour pouvoir semer. Ils utilisent les images de Jésus et de la Vierge, qu'ils assimilent à Onoruame, celui qui est père, le soleil, et à Eyeruame, celle qui est mère, la lune. La croix existait déjà avant l'arrivée des Espagnols. Elle fait référence aux 4 points cardinaux. Les Tarahumaras se sont appropriés les symboles chrétiens, mais pas ses dogmes. Après plusieurs tours de l'église, ils vont écouter le Nameratsi. C'est un discours solennel où on rappelle à tous ce que c'est que d'être un bon Tarahumara. Celui qui vit sa vie en travaillant la terre et en faisant la fête. Ces principes moraux ont aidé les Tarahumaras à rester unis pendant les moments difficiles. Au nord du Mexique, on voit essentiellement des hommes dans les rues. Les femmes ne sont pas souvent dans les espaces publics. C'est d'autant plus beau de les voir au cœur de la fête. C'est le moment de commencer à boire le tesguino, la bière sacrée à base de maïs que brassent les Tarahumaras. C'est le dieu soleil qui l'a préparé pour la première fois pour que les Tarahumaras puissent travailler et être heureux. La première portion lui est donc naturellement offerte. Le tesguino est jeté dans la direction des 4 points cardinaux. Ils me demandent alors de partir. Ils vont bientôt tous devenir complètement ivres et cela pourrait être dangereux pour moi. Même si la réunion risque de tourner en beuverie, je prends le risque de rester un peu plus. Au bord du fleuve, 2 Tarahumaras commencent à préparer l'argile blanche qui servira à peindre leur corps. Les jésuites ont imposé le rituel de Pâques comme une lutte entre les soldats chrétiens et les païens. Une lutte du bien contre le mal. Au XVIIe siècle, les soldats étaient tous des Espagnols ou bien des convertis. Les païens sont ceux qui ne l'étaient pas encore. Par une inversion habile, aujourd'hui les soldats sont les Tarahumaras, habillés de leur costume ancestral. Les méchants ne sont plus les païens, mais bien les blancs, devenus les enfants du diable, les Chabochi. Ce rituel, imposé pour célébrer l'homme chrétien, devient finalement une critique de l'homme blanc. Les Tarahumaras représentent l'ordre et la paix. Les blancs sont le désordre.
Je crois que les tarahumaras, souvent si seuls, ont besoin de se toucher. Ce geste exprime une certaine violence, mais surtout le désir d'être ensemble. Certains racontent que les tarahumaras ont tassé le sol en dansant, qu'ils ont façonné la terre de la même façon qu'on donne forme à une galette de maïs. Je n'ai pas bu une goutte de tesguino. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir la gueule de bois. El Chepe quitte la Sierra. Je n'oublierai jamais l'exubérance des festifs tarahumaras. Elles contrastent tellement avec leur timidité naturelle. Au fur et à mesure qu'on avance dans ce voyage, j'ai le sentiment que les gens autour de moi deviennent de plus en plus sages. C'est peut-être une illusion, mais je le ressens. El Chepe est vraiment un train tarahumara. Il marche bien et pense bien. Il a peut-être lui aussi les pieds légers. Après l'aspect démesuré de la Sierra, c'est rassurant de revenir à un paysage plus familier. Il correspond à l'idée que je me suis fait du Far West. Je me dis qu'ici, ce serait l'endroit idéal pour venir m'installer dans une ferme et devenir cow-boy. Les plaines à l'orient de la Sierra s'étendent à perte de vue. Tout est plat et pourtant nous sommes encore très haut, à une altitude moyenne de 2100 mètres. Ce sont des terres agricoles fertiles. À Krill, on m'a parlé des Ménonites, cette communauté venue du Canada qui est arrivée ici dans les années 20. Ils vivent principalement de la culture d'haricots, de maïs ou d'avoine. Et c'est grâce à leurs efforts que s'est développée la ville de Cuauhtémoc, autour de laquelle ils sont 50 000 à vivre. Les Ménonites, de par leurs origines, ne sont pas semblables aux tarahumaras ni aux métis. Je dirais qu'ils ressemblent plutôt à des Hollandais.
On dirait un tout autre pays. Et pourtant, je suis toujours au Mexique. Mais que font ces maisons au style anglo-saxon dans ces vallées? Elles appartiennent aux Ménonites, une communauté protestante née au XVIe siècle et qui partage, en grande partie, les valeurs des Amish. Les deux croient au baptême à l'âge de raison et prônent la non-violence. À cause de leurs croyances, les Ménonites ont été persécutés par d'autres protestants et par l'Inquisition. S'en est suivi un interminable exode en Prusse, dans le sud de la Russie et au Canada. Après la Révolution mexicaine de 1910 à 1920, le Mexique souhaitait développer le nord du pays. Les Ménonites étaient des experts en agriculture. Pour les inciter à émigrer dans le pays, les autorités mexicaines ont décidé de les exempter de service militaire et de les autoriser à éduquer leurs enfants à leur manière. Les plus conservateurs ne veulent pas que leurs enfants fassent de trop longues études, car ils craignent que le savoir leur fasse remettre en question leurs valeurs. La première vague d'immigration ménonite se fit en 1922. Aujourd'hui, certains sont orthodoxes, d'autres sont libéraux. N'ayant rencontré que très peu de femmes dans mon voyage, j'ai cherché à contacter une jeune femme ménonite. Ces dames ont la tenue et les gestes évoquant ceux des femmes d'Europe au XVIIe siècle. C'était un objectif difficile, puisque les ménonites orthodoxes n'ouvrent pas leurs portes aux étrangers. Après plusieurs tentatives, Steffi a accepté de me rencontrer. Les ménonites refusent toute vanité matérielle. C'est un trait essentiel de leur culture. Leur vie, à l'image de leurs vêtements, est très simple. Les orthodoxes vivent totalement isolés du monde. Pour préserver leur identité, ils choisissent délibérément de vivre dans des pays où la langue et la culture sont le plus éloignées des leurs. Steffi maîtrise mal l'espagnol. Elle s'exprime en plotiche, un dialecte germanique ancien, commun à tous les ménonites du monde. Je crois saisir qu'elle va bientôt se marier, mais je n'en suis pas sûre. La communauté a accepté ma présence, mais se tient à distance. Une attitude semblable à celle des Tarahumaras. Elles ont toutes deux vécu l'exode et vivent en quelque sorte comme des peuples réfugiés dans l'état du Chihuahua.
Steph me parle de sa cousine, Véronica, qui, elle, fait partie des Ménonites libéraux, ceux qui ont décidé de s'ouvrir vers l'extérieur. Je pars donc à sa rencontre. Véronica est une artiste. Je sens qu'elle a des choses à me raconter. Peut-être ai-je trouvé la passeuse qui pourra faire le lien entre nos deux mondes. J'étais une des premières ménonites, ici à Chihuahua, à aller à l'école publique élémentaire. Et je crois que cela a éveillé en moi le désir de poursuivre des études. Je ne voulais pas me marier, mais c'était des décisions qui étaient prises par les adultes de l'Église, avec le pasteur. J'étais la fille parfaite pour un garçon qui vivait à Vancouver, au Canada. Et j'ai accepté parce que je n'aimais pas la tournure que prenaient les choses ici. J'étais vulnérable, j'étais toujours le mouton noir, parce que je me mettais du rouge à lèvres ou que j'utilisais des boutons. C'était une période très stricte au niveau vestimentaire. Mais moi, j'adorais ça. Je suis quelqu'un de curieux et j'adore les couleurs. Alors j'ai pensé qu'au Canada, j'aurais la possibilité d'étudier. Le professeur d'histoire de l'art me disait toujours « Tu as une bonne maîtrise de la grammaire, mais je ne te comprends pas. Je ne vois pas ce que tu essaies de me dire. » Je voyais comment analyser une peinture, mais je le faisais de manière très primitive. Cela renvoyait à notre style de vie, qui en réalité est vraiment primitif. Il s'agit de survivre au jour le jour, faire pousser la nourriture, la préparer et la manger. Mais l'art m'a aidé à me trouver et à me poser les questions « Pourquoi suis-je une femme ? Pourquoi suis-je si différente ?» Il ne m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais prendre mes propres décisions. Je pensais que c'était à la majorité de définir ce qui était bon pour moi et les autres. Vancouver est une si grande ville qu'en réalité, personne ne te dit comment faire les choses. Je me souviens d'être allée au restaurant uniquement avec ma famille et m'être demandé « Qu'est-ce que je dois mettre ?» car je voulais être bien comme il faut. Mais il riait et me répondait « Véro, calme-toi, ne t'en fais pas autant pour ça. » Mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait qu'il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon d'être. Après mes études d'art, j'ai eu besoin de sortir de mon statut de mariée. C'était un mariage arrangé. Si j'avais eu davantage d'éducation et quelques années de plus, je ne me serais pas mariée. Sans parler du peu de temps que l'on a eu avant de se marier, 3 ou 4 semaines réparties sur l'année, car c'était une relation à distance. De plus, nous ne parlions pas la même langue. Donc oui, j'ai décidé que maintenant, je pouvais penser par moi-même, et j'ai donc voulu retourner au Mexique. J'ai commencé à ouvrir des ateliers de dessin, de peinture pour les jeunes ménonites. Je suis surprise qu'ils m'aient acceptée. Mais il est évident qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais accepter ma décision. Mais j'ai fait ça pour moi, et j'ai appris que c'était important d'apprendre qui nous sommes et qui nous pouvons être. Tout cela avec respect. Comprendre aussi que j'ai eu l'opportunité de me former dans l'art, de sortir d'ici puis revenir. Cela est un luxe, un privilège. Je ne peux donc juger personne, car la plupart ne sont jamais sortis de leur zone de confort.
Veronica s'est libérée en tant que femme, mais elle aime la simplicité du mode de vie des Ménonites orthodoxes. Je crois qu'elle a décidé de prendre le meilleur de ces deux mondes. Comme toujours, j'avance grâce à la complicité de ceux que je rencontre. Veronica me parle à son tour de son cousin qui dirige le chœur d'une église évangélique qui regroupe des Ménonites non orthodoxes. Comme pour les catholiques, le prêche a lieu le dimanche matin. Moi qui m'étais habituée à associer le Mexique aux métis et aux indigènes, je découvre avec étonnement ces Mexicains de provenance plus récente. La messe est dite en allemand. Néanmoins, je finis par me demander si même avec des acteurs si différents, cette cérémonie ne serait pas une variation d'un thème de mon voyage, une communauté qui se réunit autour d'une fête sacrée. Voyager, c'est se confronter à d'autres vérités et savoir parfois s'effacer pour écouter. D'autres fois, il faut sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre des autres. Ce train traverse une terre riche en diversité. Le nord-ouest du Mexique accueille aujourd'hui des communautés qui, ensemble, forment une réserve de modes de vie alternatifs. El Chepe avance lentement vers sa dernière destination, la capitale de l'État de Chihuahua.
on retourne au monde des métis et de ses héros légendaires. Celui qui nous intéresse a, lui, bien existé. Pancho Villa. Chihuahua est une grande ville historique du nord du Mexique. El Chepe aime se reposer ici avant de retourner dans l'état de Sinaloa. La vue de la cathédrale, l'architecture coloniale, tout cela sonne familier. Je respire. Car je me sens à nouveau chez moi. Néanmoins, je suis assez surpris de voir des embouteillages. J'avais oublié le rythme des grandes villes. Je ne sais plus si j'ai rêvé ou si je reviens vraiment d'un autre monde. Chihuahua a été un des décors principaux de la Révolution mexicaine. La ville est intimement liée à un de ses héros, le mythique Pancho Villa. Ce travailleur rural, bandit et boucher, devient un grand révolutionnaire en 1910 quand il se lève pour défendre le peuple des grands propriétaires. Pancho reste dans la mémoire comme un général brillant à la tête de troupes invincibles. Le train a été un acteur clé de ces victoires. Après plusieurs années de victoires sanglantes, en 1915, suite à des disputes entre les factions révolutionnaires, Villa subit ses premières défaites. Ses hommes l'abandonnent. Les États-Unis ne lui vendent plus d'armes. Son passé le rattrape et il redevient un marginal. Villa se sent trahi par les siens. Il prépare alors un coup inouï. En 1916, il envahit le territoire des États-Unis. Il restera un des seuls dans l'histoire à oser le faire. Ses hommes attaquent Columbus au Nouveau-Mexique. Bilan, 14 soldats et 17 civils américains tués. Quelques jours plus tard, 10 000 Américains entrent dans l'État de Chihuahua avec un objectif, capturer Pancho Villa. Villa se cache dans les montagnes, qu'il connaît comme sa poche. 10 000 Américains deviennent impuissants dans les entrailles de ce labyrinthe. Ils sont tombés dans le piège de la Sierra. Ils ne croient pas à la magie, et pourtant, Pancho Villa est comme invisible. Un an passe. Les Américains partent frustrés. Pancho Villa est en vie. Peut-être les Tarahumaras lui avaient dit que les montagnes représentent la mer, celle qui soigne et qui protège. Le ventre de la montagne cache tout, les Tarahumaras, les Ménonites et les marginaux. Tous ceux qui veulent vivre selon ses propres lois.
Pas très loin de la ville commence le désert de Chihuahua, à cheval entre les États-Unis et le Mexique. C'est le plus grand désert d'Amérique du Nord. Sa superficie est presque aussi large que celle de la France. Il y a 100 millions d'années, quand le niveau des mers était plus élevé, tout était inondé ici. Nous avons commencé notre voyage dans le Pacifique. Il se termine finalement dans cette autre mer disparue. Mais ce n'est pas la seule présence spectrale qui se manifeste dans le désert. Le désert est l'un des seuls territoires extérieurs à la Sierra que les Tarahumaras connaissent. C'est un des endroits où errent les âmes Tarahumaras égarées. Perdu dans ce paysage, je découvre les anciens rails de chemin de fer qui reliaient autrefois El Chepe aux États-Unis et qui ont été abandonnés. Le dernier mirage de ce voyage. Des âmes perdues regardent la mer disparue à bord d'un train fantôme.